génie civil, option bâtiment et travaux publics. Son thème est le dimensionnement de quelques éléments de structure d'un bâtiment d'établissement à usage d'habitation. Donc, monsieur, votre souteneur va se développer en 3 phases. La première phase, c'est celle de l'exposé. La deuxième phase, c'est celle de l'échange avec les membres du jury. Et maintenant, la troisième phase, c'est la délibération. Vous avez 15 minutes pour développer ça. Cher président du jury, chers membres du jury, honorables invités, bonjour. Nous sommes aujourd'hui pour présenter le thème intitulé Dimensionnement de quelques éléments de structure d'un bâtiment à usage d'habitation. Dans ce thème, nous allons premièrement présenter la présentation du stage. La présentation du stage dans le cadre de mon DTS en génie civil, bâtiment et travaux publics. J'ai réalisé un stage de 2 mois, compté du 30 août au 30 octobre 2013, au sein du bureau d'études Agence d'architecture et d'ingénierie de structure, AGIS, sous la tutelle de M. Fernand Siri Dinzouré. Et la tâche qui m'a été confiée, c'est le dimensionnement de quelques éléments de structure d'un bâtiment R+1 usage d'habitation, d'où le thème. Jusqu'à présent, nous allons présenter notre plan de travail. Notre plan de travail, ce rapport s'articule autour de 2 axes. Le premier est consacré pour une présentation générale du bureau d'études, laquelle on va présenter non seulement le bureau d'études dénommé Agence d'architecture et d'ingénierie de structure, AGIS, et ses présentations et ses prestations, mais aussi on va découvrir le projet concerné. Comme nous l'avons parlé. Deuxièmement, sur le plan, toujours on est sur le plan parce qu'on avait parlé de 2 axes. On a déjà parlé du premier axe, maintenant nous allons sur le second axe. Sur le second axe, on va s'intéresser au dimensionnement et le ferraillage des éléments de structure, poutres, poteaux, semelles isolés, aboutissant ainsi à des plans de coffrage et de fondation avec le logiciel AutoCAD. Maintenant, nous allons présenter le bureau d'études AGIS. 1. Présentation générale du bureau d'études AGIS. AGIS est un bureau d'ingénierie de structure. Il est spécialisé dans le calcul, la conception, l'optimisation et les études d'exécution de toute structure pour le bâtiment et le génie civil. Son effectif permanent se compose ainsi: un ingénieur génie civil spécialisé en bâtiment et ouvrages d'art, un ingénieur génie rural, 2 ingénieurs de travaux, 3 techniciens supérieurs, 3 opérateurs DAO, dessin appliqué à l'ordinateur, 10 contrôleurs du chantier et du personnel administratif. Ça, c'est la présentation générale du bureau d'études. Présentation générale toujours du bureau d'études AGIS. En cas de nécessité, AGIS fait appel à des collaborateurs extérieurs pour la réalisation des tâches spécifiques. Le bureau d'études Agence d'architecture et d'ingénierie de structure AGIS se situe à Koritenga, au secteur 29, à la rue numéro 17265, non loin du lycée privé Le Technicien. Après, nous allons voir la présentation du bureau d'études AGIS. Toujours les prestations. On a parlé de la présentation. Maintenant, nous allons présenter les prestations du bureau d'études AGIS. Ces prestations se basent sur la réalisation des calculs statiques et dynamiques, l'assistance au concepteur, la réalisation des études architecturales, la réalisation des dossiers d'appel d'offres, la réalisation de l'ensemble des plans d'exécution et des ouvrages, l'assistance en phase chantier, la recherche économique optimale, l'évaluation immobilière, l'étude d'impact environnemental et enfin l'audit technique. Jusqu'à présent, on a déjà présenté le bureau d'études, on a déjà donné ses prestations. Maintenant, nous allons
Toujours, on est dans la première partie, la présentation du projet. Notre projet, nous allons, vraiment, déjà c'est la façade principale. La façade principale, on sait que c'est la partie extérieure du bâtiment à l'entrée. Donc, on va présenter ça, c'est la façade principale. C'est l'apparence extérieure à l'entrée du bâtiment. Voilà la façade latérale gauche. Toujours, c'est l'apparence du bâtiment, mais en latéral gauche. C'est la façade latérale gauche. La façade latérale droite, c'est l'apparence du bâtiment à l'extérieur, mais à latérale droite. Pour le projet encore, on a la façade arrière qui est l'apparence du bâtiment, l'apparence extérieure du bâtiment en arrière. Ça, c'est la façade arrière de notre bâtiment. Maintenant, nous allons parler du dimensionnement et le ferraillage des éléments de structure. Le projet étudié d'un bâtiment de type R+1 à usage d'habitation. Ce dernier occupe une superficie de 166,66 m² dans tous les niveaux, c'est-à-dire à R+1, à RDC et à R+1. Nous allons montrer un peu les dimensionnements. Toujours on est dans le dimensionnement et le ferraillage des éléments de structure et on montre les détails des pièces du dernier niveau de notre bâtiment. On avait dimensionné ces quelques éléments de structure, notamment poteaux à poutres, poteaux, semelles, comme on avait détaillé auparavant. Détail des pièces du dernier niveau R+1. Le dernier niveau R+1 se compose de chambres, une chambre qui fait 17,52 m², une chambre qui fait 18 m², deux salles de bain. Chacune de ces salles fait 5,67 m². On a un dégagement qui fait 4,77 m², salon qui fait 29,42 m², terrasse qui fait 21,49 m², cuisine 7,11 m², terrasse cuisine 2,76 m², salle à manger qui fait 13,02 m². Ça concerne le dernier niveau R+1. Nous allons montrer un peu le premier niveau RDC, rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, comme à R+1, on a les mêmes superficies des chambres. La chambre, on a une chambre qui fait 17,52 m², chambre qui fait 18 m², deux salles de bain. Chacune de ces salles de bain fait 5,77 m². On a un dégagement qui fait 4,77 m², salon qui fait 29,42 m², cuisine 7,11 m², terrasse cuisine 2,76 m², salle à manger 13,02 m², terrasse 21,41 m². Comme on avait déjà dit, que au RDC, ça se ressemble à R+1 pour les chambres. La disposition de la superficie des chambres. Maintenant, comme on a déjà détaillé les pièces du dernier niveau et les pièces du premier niveau RDC, nous allons passer toujours, on est dans le dimensionnement et le ferrage, mais on essaie de dire les travaux effectués. Dans ce dimensionnement, on a étudié une nervure continue à 3 travées. Ce nervure nommé 1, 2, 3, signifiant la numérotation des travées. On a calculé la poutre continue à 3 travées nommée A21, A22 et A23, signifiant la numérotation des travées. On a 3 travées. On a calculé un poteau P6, qui est le poteau le plus chargé. On a dimensionné. Étude d'une lombrine continue L5. On a nommé la lombrine L5. Et étude d'une semelle isolée. Et après avoir parlé des travaux effectués, nous allons toujours parler un peu de l'hypothèse et les règles de calcul qu'on a utilisées pour le dimensionnement de ce bâtiment R+1 usage d'habitation. Les hypothèses et règles de calcul, l'ouvrage sera dimensionné conformément aux règles techniques de conception et calcul des ouvrages et construction en béton armé, suivant la méthode des états limites.
Ces règles sont inscrites dans le BAE 91 modifié, 99 et DTU, document technique unifié associé, deuxième édition Aéro. Maintenant, on est au dimensionnement toujours sur les hypothèses et règles de calcul, caractéristiques des matériaux. Nous allons montrer un peu les caractéristiques de nos matériaux qu'on a utilisés sur le bâtiment. Les caractéristiques mécaniques du béton et des aciers à prendre en compte sont les suivantes. On a béton FC28, la résistance en 28 jours, qui est égale à 20 mégapascales. Et FT, c'est-à-dire la contrainte de traction du béton en 28 jours, qui est égale à 1,8 mégapascal. Limite d'élasticité de l'acier FE est égale à 400 mégapascal. Des aciers de nuance haute adhérence, nommés HA, la durée d'application des charges T supérieure à 24 heures, soit θ égale à 1. Flexion simple sans reprise de bétonnage, on a un coefficient qu'on appelle K qui est égal à 1 si on n'a pas reprise de bétonnage. Maintenant, la fissuration, pour dimensionner, il faut tenir compte de la fissuration, savoir quelle fissuration on est, si c'est préjudiciable, très préjudiciable, peu préjudiciable. Mais dans notre cas, on a une fissuration peu préjudiciable, c'est-à-dire on va utiliser LU, l'état limite ultime. Donc on a un rodage minimal, E qui est égal à 2,5 cm. Donc, ça, c'était les caractéristiques toujours du béton. On a un peu parlé des résistances des aciers, du béton. Maintenant, toujours on est sur la caractéristique du sol et dosage du béton. Caractéristiques du sol et dosage du béton. Les caractéristiques du sol. Contrainte, on a 0,2 mégapascal. C'est la contrainte du sol qu'on a utilisée pour dimensionner notre bâtiment. On a une profondeur d'ancrage, 1,20 m, 1,20 m par rapport aux terres naturelles. Poids des terres, on a 1800 décanitonnes par mètre cube. Le bâtiment sera érigé dans un milieu non agressif, d'où on a utilisé, on va calculer notre bâtiment à l'état limite ultime. Le milieu est non agressif. Le dosage du béton, le béton de propriété est dosé à 150 kg par mètre cube. Le béton des corps creux est dosé à 300 kg par mètre cube. Les temps par hauteur ont été dosés à 300 kg par mètre cube. Voilà ce qui concerne notre sol et le béton, le dosage du béton. Méthode, maintenant, toujours on est au dimensionnement de notre bâtiment. Méthode utilisée, parce que pour dimensionner, il faut utiliser des méthodes. On trouve toujours des méthodes à utiliser. Et dans notre cas, on a trouvé des méthodes. Deux méthodes qu'on a utilisées. On a utilisé la méthode forfaitaire pour la nervure. Pourquoi? Parce que la méthode forfaitaire, il y a des conditions pour utiliser cette méthode. Il y a 4 conditions pour utiliser cette méthode. Et les 4 conditions de la méthode forfaitaire vérifiées. Donc, c'est mieux d'utiliser la méthode forfaitaire qui est plus rapide que la méthode du CACO. Et les 4 conditions sont, on a contrôlé sur la nervure, on a vu que la charge d'exploitation est inférieure au double de la charge permanente. Ça, c'est la première condition. On a trouvé que dans le milieu où on travaille, c'est peu préjudiciable. C'est la deuxième condition. La troisième condition, on a trouvé que le rapport entre travées se trouve entre 0,8 et 1,25. Donc c'est vérifié. Et on a trouvé encore la quatrième condition, les sections sont les mêmes, c'est-à-dire ils ont les mêmes inerties. Les travées, les 3 travées ont les mêmes inerties, c'est-à-dire même section. Donc les 4 conditions sont vérifiées de la méthode forfaitaire. Donc c'est pourquoi on a utilisé la méthode forfaitaire pour la nervure. Jusqu'à présent, nous allons dire la méthode qui est la méthode de CACO. La méthode de CACO, pourquoi? Parce que la poutre continue. Il y a une condition de la méthode forfaitaire n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce que on a regardé premièrement la première condition, la charge d'exploitation est inférieure au double de la charge permanente qu'on a utilisée.
Deuxièmement, on a vu que les portées entre travées successives, entre 0,8 et 1,25, c'est vérifié, mais on a trouvé encore que l'endroit où on travaille, c'est dans un endroit non agressif, donc c'est peu préjudiciable. Mais pourquoi on a utilisé la méthode du CACO? Il y a une seule condition qui reste, qui n'est pas vérifiée, c'est laquelle les sections ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire n'ont pas les mêmes inerties. D'où le tableau qu'on a montré. La travée de la poutre A de 1, ça fait 40. La travée de la poutre, on a nommé la travée numéro 2 A de 2, qui fait 35 cm H par centimètre. Et la travée numéro 3 A de 3, c'est à 45. Donc, on était obligé d'utiliser la méthode de CACO. Voilà, on a montré pourquoi on a utilisé la méthode de CACO. Mais on n'oublie pas que la largeur, ça fait 20 cm pour toutes les poutres. Donc, ça nous permet d'utiliser la formule du CACO, parce qu'on ne peut pas utiliser la formule de forfaitaire, parce que les 4 conditions de la méthode forfaitaire ne sont pas vérifiées. Donc, on est obligé d'utiliser la méthode du CACO. Mais on va répéter encore la méthode forfaitaire sur la longrine, parce que la longrine, on dimensionne comme des poutres. Donc, on a utilisé, soit on utilise la méthode forfaitaire, soit on utilise la méthode du CACO. Mais pourquoi on a utilisé la méthode forfaitaire? Mais dans la poutre, on a utilisé la méthode de CACO. Mais on dimensionne la poutre comme on dimensionne la longrine comme une poutre. Donc, ici, la méthode forfaitaire, on a dit que les 4 conditions de cette méthode sont vérifiées. Les 4 méthodes. Pourquoi? Parce que la longrine, toutes les travées de la longrine font 20 fois 20, c'est-à-dire les sections sont à 20 fois 20 fois 20. Premièrement, c'est la condition, c'est-à-dire qu'ils ont même les mêmes inerties. Première condition vérifiée. On a vu que la contrainte, c'est-à-dire la charge d'exploitation, est inférieure au double de la charge permanente. Donc, ça c'est la deuxième condition, c'est vérifié parmi les 4 conditions de la méthode forfaitaire. Troisièmement, on a vu que toujours dans le milieu où on travaille, c'est dans un milieu peu préjudiciable, non agressif. La 4e condition, on a vérifié les travées entre portées, les dimensions, c'est-à-dire les travées entre successives, le rapport se trouve entre 0,8 et 1,25. Donc, on a utilisé la méthode forfaitaire. Donc, en regardant, nous avons parlé que les 2 méthodes sont les méthodes qu'on utilise dans le dimensionnement. On a utilisé dans notre calcul de dimensionnement. Bon, maintenant, nous allons parler un peu en guise de conclusion. L'étude nous a permis de nous familiariser avec quelle vérification qu'un technicien doit effectuer. Pourquoi? Parce qu'on a vérifié, est-ce que par exemple la méthode du CACO, est-ce que c'est vérifié ou c'est pas vérifié? La méthode forfaitaire, c'est vérifié ou n'est pas vérifié? Donc, ça nous permet de nous familiariser avec quelques vérifications qu'un technicien doit effectuer au cours du dimensionnement des éléments de structure des bâtiments R+ un usage d'habitation. Mais, on a trouvé encore dans ce stage, on a beaucoup appris dans ce stage. Pourquoi? Ce stage est une découverte sur le monde professionnel au niveau des bureaux d'études. Apprendre la discipline de travail, c'est-à-dire être à l'heure, chercher des solutions pour quelques situations d'études, et la leçon que j'ai retirée pendant les 2 mois de stage. Jusqu'à présent, on a déjà dit que c'est une liste de conclusion, on a déjà montré, présenté, et voilà le projet. Voilà le projet d'un bâtiment R+ un usage d'habitation en 3D. Voilà le bâtiment. Merci pour votre attention. Merci, monsieur Abidou. Maintenant, nous allons passer à la fin de l'échange. Je vais donner la parole à monsieur le directeur du mois. Merci, monsieur. Pasteur Adam. Non, faut t'asseoir. Il faut ça.
Regarde. Faut l'expliquer. D'accord. Comment on dit? Chapeau. D'accord. Monsieur Nabamou, c'est bien, tu as parlé, tout ça. À un moment même, je me suis dit, mais est-ce que je ne vais pas te former même pour que tu deviennes professeur de cinéma? Et du coup, tu as parlé. Mais bon, enfin bon, j'ai aimé un peu le style, j'ai aimé le style de présentation, sauf que tu as beaucoup parlé, tu as oublié l'essentiel. C'est bon, hein, tu as expliqué des trucs, bébé, mais sauf que tu as oublié de nous présenter les résultats. Puisque tu as fait des calculs. Tu as vu, non? Tu as fait des calculs, tu as calcul de charge, calcul de sollicitation, dimensionnement, ou bien tu as fait des prédimensionnements. Donc, ces éléments-là qui se trouvent dans le document, c'est ça qu'il fallait vous présenter. C'est vrai, il faut expliquer les méthodes, pourquoi méthode de capot, pourquoi méthode de vecteur. Ok, mais après, tu as utilisé les méthodes et tu as trouvé des résultats. Donc, le document est là. Sauf que tu ne l'as pas présenté. Et ce sont ces résultats-là dont on a problème. Puisque c'est ça enfin qui fait ton travail. Mais tu n'as pas dit. Tu as présenté le poutre, c'est bien, mais c'est cool. On a utilisé la méthode du capot ou la méthode propriétaire. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme charge, comme sollicitation. Et avec ces sollicitations, quelle section d'armature on a fait? Avec ces sections d'armature, comment on a réparti? C'est justement ça qu'il faut dire. Et à demain. D'accord? Voilà. Il fallait passer, on a un agenda. Mais je n'ai pas passé. Tout à fait léger, bon. Mais, donc, du coup, je ne peux pas trop te juger sur ce que tu as présenté. Voilà, je ne peux pas trop juger parce que, bon, je vais juger. Hein, d'accord? Et sur le document ici. Alors, le document, quand je parcours, ça va, c'est l'essentiel parce que, en fin de compte, bon, tous les documents, on voit, c'est presque la même chose. Parce que lorsqu'on circule dans la ville, on voit à peu près les mêmes bâtiments. Oui. On n'a pas encore vu des bâtiments en forme de Coca-Cola. Hein. Ça devient complexe. Et ce qu'on a comme outil ne va pas nous permettre, ou bien à un certain niveau, on ne peut pas pouvoir concevoir des éléments en forme de Coca-Cola ou bien faire des trucs compliqués. Quand vous parlez, c'est un peu la même chose que vous voyez pas. Donc du coup, si nous on doit travailler avec les étudiants, ils vont travailler sur des trucs de monsieur tout le monde, et donc c'est pratiquement le même chemin. Voilà. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que lui, par exemple, dans sa présentation, c'est sur cette base en fait qu'on pouvait vraiment le juger, est-ce que lui, il a maîtrisé comment ça se passe, comment on fait, pourquoi c'est, pourquoi ça. En fin de compte, c'est ça. Sinon, c'est le même chemin, c'est le même calcul, c'est la même hypothèse, c'est le même livre que tout le monde utilise. Bon, et en fin de compte, on arrive à la même chose. Maintenant, pour être un peu différent des autres, il faut pareil, bien présenter, parce qu'une chose est le fond, là je suis en train de parler du fond, une chose est la forme. Et quand on prend le document, parcourt rapidement comme ça, si c'est très bien présenté, bien illustré, tout ça, on a envie de l'entendre dans le boss. Et ça, c'est l'apparence du document, c'est la forme du document. Et ça, il faut soigner. Lorsque c'est bien soigné, ça attire, on a envie de l'entendre dedans. Mais lorsque c'est sobre, pareil, on prend et puis des fois même on regarde. Et pourtant, il peut y avoir des informations dedans, quelque chose de plus, mais comme c'est pas très bien présenté, c'est pas bon. Parce que ça ne dégage pas quelque chose pour nous amener à rentrer dedans en profondeur. Voilà. C'est un peu quand vous allez en banque, bon, vous allez voir les gens, les vestes, les cravates, tout ça. Mais c'est pour vous donner confiance, pour que vous apportez votre argent, déposez. Si vous arrivez à la banque et puis vous voyez les gars mal habillés, tout ça, vous dites, si j'amène mon argent ici, c'est sûr qu'ils vont détourner. Donc, un document, c'est ça aussi. Il y a l'apparence du document qui est la forme, et donc cette forme-là doit attirer. Donc, quand je parcours le document, ici, je vois deux vitesses. Donc, il y a des moments où je vois que c'est bien présenté. La partie technique, je vois que c'est bien présenté, c'est bien illustré, c'est les images, tout ça. Mais quand je prends la première partie où tout comme ça, des fois même, les polices ne sont pas les mêmes. D'accord? Un moment, c'est Italie,
je ne sais pas pourquoi c'est italique, et puis après c'est pas italique. Et puis bon, voilà, quand on prend le. Mais je crois t'avoir fait les remarques, mais tu n'as pas pris encore. Je suis d'accord. Bro, si tu mens, il y a Dieu qui te voit. Voilà. Ah ouais, il est là parmi nous. Il regarde chacun de nous ici. D'accord. Donc j'ai fait des remarques, mais j'ai comme l'impression que tu n'as pas tout pris en compte. D'accord. Alors, je te demande de repartir et de prendre en compte. Quand tu prends comment on appelle les titres, d'accord? Les titres de figures, par exemple, mais les titres des tableaux, bon, c'est pas la peine de mettre majuscule et il n'y a aucun rapport. Tu vois, c'est minuscule. Tu n'es pas obligé de mettre là. Tu vois? Donc, c'est des petits trucs comme ça qui, en fin de compte, peuvent couper un peu, quoi. Voilà, ça peut couper un peu, mais il faut te rassurer, il ne faut pas avoir fait ça à 4 pas. Comme on dit, beaucoup de lèvres ne gâtent pas de dégâts. Mais si on met pas beaucoup de lèvres, c'est bon. D'accord. Bon, après, il y a des trucs plus sur la forme, voilà, il faut voir. Bon, je ne suis pas trop attardé sur les calculs, moi je me fais confiance, et de toute façon c'est ton document. Voilà, moi je vérifie, est-ce que c'est les hypothèses qu'il faut, est-ce que, et puis voilà, et après je laisse, si tu vois que c'est pas bon, tu enlèves mon nom. D'accord, donc voilà, la bibliographie c'est à reprendre, c'est pas la peine de mettre mettre des cours là. Quelqu'un qui, peut-être un jour on va mettre les rapports là en ligne, d'accord? Peut-être, un jour ici on va mettre les rapports en ligne, et si quelqu'un est au fin fond, comme moi là, voilà, un curieux qui est au Comore là-bas, et puis il dit, ah ouais, on dit qu'il a étudié à l'UCIP, et puis il rentre sur le site de l'UCIP, ah je vais regarder son mémoire, et puis il rentre encore, et puis il regarde son mémoire, et puis il lui dit, ah ouais, bon, je vais vous regarder la bibliographie, et puis il voit la bibliographie, il dit, ah mais je suis intéressé par le cours là, bon, il va avoir le cours. Il va avoir. En moins qu'un jour, les SUP décident de mettre les cours en ligne. À partir de ce moment, tu peux mettre, parce que si quelqu'un veut voir, il suffit qu'il rentre, tac, sur le chemin et puis il va tomber dessus. Sinon, autant mettre les revues, les documents édités où on peut retrouver même les temps au moment là. D'accord? Bon, je regrette que tu vas enlever mon cours, mais pas enlever, c'est comme ça. Voilà. Et puis, bon, je trouve que c'est pas aussi bien fourni la bibliographie parce que il y a un livre ici. Alors, pour le livre, il faut mettre en bleu de base, date d'édition, tous ces trucs-là, il faut le sortir. D'accord? Voilà. Et le reste, moi, j'ai écrit ici, quand même, tu vas prendre ça après pour pouvoir arranger le document. Donc, je ne vais pas te poser une question, parce que j'ai déjà tout expliqué. Donc, voilà. Maintenant, il y a une chose que je voulais revenir dessus. Lorsque tu as parlé de la méthode du capot, d'accord? Tu as parlé de la méthode. Moi, il ne parle pas non plus, lui, il a parlé de des basins. Mais les deux là sont pareils, jamais ils ne sont pas pareils. Je fais des remarques. Alors, tu as parlé de la méthode du capot, d'accord? Mais dans ton cas ici, ce qui n'a pas marché, c'est une des trois hypothèses, notamment comment on appelle, la section droite, d'accord? La section droite, on parle de 40 à 35, et puis de 35 à 45, c'est ça? Voilà, de 35 à 45, donc c'est ça qui a fait qu'on ne peut pas utiliser la méthode forfaitaire. Maintenant, quand on ne peut pas utiliser la méthode forfaitaire, ça ne nous amène pas à utiliser la méthode du capot. Puisque la méthode du capot, pour l'appliquer, il faudrait que la charge d'exploitation soit supérieure à 2 fois la charge permanente, ou si ça dépasse les 5 kN. Mais ce n'est pas cette condition qui n'est pas vérifiée ici chez toi. Chez toi, cette condition est déjà vérifiée. Donc, on est dans le forfait. Maintenant, si on doit dévier, ce n'est pas capot, mais c'est capot minoré. D'accord? Il faut faire cette part de choses aussi. D'accord? Je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai écrit dans le document ici. Maintenant, là où. Bon, c'est maintenant je suis en train de voir le peu. Là où tu as une poutre avec des sections droites différentes là. 35, c'est ça? Non, 40, 35, et puis voilà, 45. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris cette poutre-là et puis étudier ça un peu plus, voir la possibilité d'uniformiser les sections, parce que toi-même tu vois que c'est bizarre. Il y a une section de
40, ensuite 35, ensuite 45. C'est bizarre quand même. Je voulais que tout le monde sache que étudiants pour voir quelle section moyenne on pouvait adopter, ou bien il y avait des contraintes qui obligeaient à pouvoir faire comme ça. Je crois que c'est la question que je pose. Est-ce qu'il y a une contrainte qui obligeait vraiment à pouvoir garder les hauteurs là comme ça, ou bien on pouvait, comment on appelle, essayer à uniformiser la poudre et les armatures vont venir faire le reste. Bon, dans notre calcul, dans le calcul, dans le calcul, la travée se trouve au milieu. C'était 35, mais dans l'exécution, on a ramené ça à 40. Ça donne à 40, 40, et la dernière travée, c'est 45. C'est un bâtiment à l'usage d'habitation. Mais tu n'as pas posé de question, parce que bon, lui, il est passé, il était là même, c'est bien. Bon, bref, c'est bon. Ça, donc, tu es dans le Voilà, comme l'a dit mon président, on commence à la page 12. Page 12. Il y a une question. Au niveau de la voiture transversale, pourquoi on prend une fille égale à 6 mm? Bon, comme on a déjà montré que les diamètres transversaux, un tiers, soit on a mis la condition ici que ça soit inférieur ou égal à un minimum de la hauteur de la poutre sur 35. On a diamètre ou bien diamètre des armatures longitudinales, on a mis des filles L ici à l'intérieur dans l'intervalle, soit B la largeur de la poutre sur 10. Donc on regarde ce qui est minimal, c'est-à-dire la réponse minimale entre ces trois valeurs H sur 35, le diamètre de l'armature longitudinale et la largeur sur 10. On regarde la plus petite valeur et on adopte à notre diamètre transversal. Donc on a trouvé, bon, à l'exécution, il y a des choses à prendre. Parce que ici on a trouvé 0,57, 1, 2, 1,2, 1. Donc 6 mm dans le marché, la plus petite diamètre, c'est 6 mm, ça lance 6, 8, 10, 12, voilà. Donc, comme c'est une armature transversale, on a pris 6 mm. Donc, parce que c'est là, on ne peut pas trouver inférieur à 6 mm. Donc, comme on ne peut pas prendre le diamètre transversal de phi 10, ça, c'est pas pratique, quoi. Donc ça c'est pour les armatures longitudinales, mais les armatures de répartition, ça c'est, on prend les filles au 8 et filles 6. Mais si on a pris filles 6, parce que plus on augmente le diamètre, plus le coût est plus cher. Donc comme on peut prendre le 6 mm à travers cet intervalle, on peut prendre 6 mm, c'est mieux de prendre les 6 mm au lieu de 8 mm, parce qu'on diminue le coût. Excusez. Voilà. Alors, donc tu es à la page 12 sur Dan. Tu as la page 12. Les unités que tu as utilisées, est-ce que tu peux le faire ce calcul-là? Tu as pris H égale à combien? C'est la poutre où il y a, comment on appelle, les différentes sections de la table. C'est cette poutre-là. Je ne vois pas. Non, pour le calcul de filet là. Voilà. La même question que ah, c'est pour la nervure. Pour la nervure. Oui, c'est pour la nervure. Attendez!
J'espère que tu ne filmes pas les fesses des gens. Tu filmes les fesses de Mylène. Hein? Venez nous embrouiller en retard. Ne filme pas les fesses des gens. La bouche, c'est quoi? Ça dîne là. Il n'a pas réfléchi avec sa tête. J'espère. Je n'ai pas compris. Mais avec sa bite. Voilà, il y avait donné ça là. On s'est vu, il va nous décider là. Pourquoi c'est lui? Pourquoi ça? Amidou. Quel soleil. Il n'a pas réfléchi avec sa tête.